C'est l'une des rares vidéos que l'on connaît de lui. C'est bien mon enfant. Il y a quelques semaines, Sébastien Troadec faisait encore la fête avec ses amis. Depuis le début de l'affaire, il est suspecté d'avoir exécuté tous les membres de sa famille. C'est l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ces dernières années. Le drame s'est déroulé dans ce pavillon à Orvault, près de Nantes. Depuis le 17 février dernier, Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec n'ont plus donné signe de vie. Lorsque l'on appelle sur le téléphone de la maison, on entend le message enregistré par la mère de famille. Bonjour, nous sommes absents actuellement. Vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur. Merci. Au revoir. Une semaine après la disparition, alertée par les proches, la police judiciaire se rend au 24 rue d'Auteuil. Vu de l'extérieur, rien ne semble anormal. Mais lorsqu'ils pénètrent dans la maison, les policiers comprennent immédiatement qu'une scène d'une extrême violence s'est tenue entre ces murs. Au rez-de-chaussée, le sol est maculé de multiples traces de sang appartenant aux parents. Au pied de l'escalier, le portable du fils est retrouvé, taché de son sang. À l'étage, dans la chambre de la fille Charlotte, les policiers découvrent sous le lit la montre de la mère, ensanglantée. Aucune trace de Charlotte n'est retrouvée. À l'évidence, c'est une scène de crime, mais sans aucun cadavre. Il n'y a pas eu d'effraction. Les policiers privilégient donc la piste du drame familial. Les voitures des parents sont garées devant la maison. Seul manque le véhicule du fils. Pascal, Brigitte, Charlotte ou Sébastien, qui pourrait être l'auteur de cette effroyable tuerie? Pour résoudre l'énigme, les policiers tentent d'en savoir plus sur les différents membres de la famille. Et ce n'est pas chose facile, tant les Troadec font preuve d'une incroyable discrétion. Pascal, le père, a 49 ans. Il est électricien dans cette PME à Orvault. Il y travaille depuis des années et pourtant, on ne lui connaît aucun ami. Il me connaissait juste de vue, mais quelqu'un de très discret, c'est tout. Je sais pas. D'accord, pas plus que ça, désolé. Merci. Merci. Je connaissais pas. D'accord. Parce qu'on dit que c'est une personne très discrète, qui parlait pas beaucoup. Vous confirmez du coup qu'il était. Brigitte, la mère, travaille au centre des impôts de la ville de Nantes et elle non plus ne fait jamais parler d'elle. Plus étonnant, dans le quartier où ils résident depuis 10 ans, même pour leurs plus proches voisins, les Troadec sont de parfaits inconnus. Et les gens, je peux pas dire, je les verrai, je dirais tiens, ben oui, il y a celui-là. Je ne les connais pas. Vous les connaissiez pas? Non. Ces gens-là, franchement, hier quand les policiers m'ont présenté les photos, je ne les connais pas. C'était des gens qui ne communiquaient pas. Ouais. Très secrète, la famille semble vivre en huis clos. Personne ne sait ce qui se passe réellement dans cette maison. C'est l'analyse de la téléphonie qui va mettre les enquêteurs sur la piste de Sébastien, le fils de 21 ans. Le 16 février au soir, la nuit supposée du drame, les portables de la famille vont tous s'éteindre, sauf celui de Sébastien. Il envoie un message troublant à l'une de ses amies à 23h28. Ça t'est déjà arrivé d'avoir marre de plein de choses, mais genre d'un coup? Oui. Moi je crois que ça m'arrive là. Dès lors pour les enquêteurs, il devient le principal suspect. Il fouille dans les messages qu'il envoie depuis des années sur Internet, car le jeune homme est accro aux réseaux sociaux. Et très vite, il découvre une personnalité morbide. Putain, vivement ma mort, la vie me saoule. Je hais toute trace de vie, et surtout moi.
Rêver de sa mort, trembler de peur chaque nuit de son enfance. Sébastien fait aussi fréquemment référence à un climat très conflictuel au sein de la famille. Putain, mes parents qui gueulent, les portes qui claquent, je sens que je vais en taper un là, ça va me calmer. Punaise, hier de 2h du mat à 20h, mon père gueulait. J'arrêtais pas de lui dire « ferme ta gueule », il continue à brailler. Plus grave, Sébastien affirme être battu par son père. Il se confie à l'une de ses meilleures amies, que nous avons pu joindre par téléphone. C'est vraiment la chose qui m'avait marqué à l'époque, c'est que, en fait, il s'était disputé à table, en fait. À un moment, son père s'est levé, il a pris sa chaise et lui a mis un coup. Et il me semble qu'il y a un moment où Sébastien, en fait, il a voulu riposter. Et il a voulu faire la même chose et il s'est pris double de coups, en fait. On sait qu'il l'aimait pas du tout et qu'à chaque fois, les coups étaient limite plus forts à chaque fois, enfin, depuis quelques semaines, quoi. Enfin, d'accord. parfois, il me disait, je viens de me prendre une claque alors que j'ai rien fait. Enfin, il m'a dit une phrase qui m'a marqué, mais je pense qu'elle m'aura marqué à vie. Il m'a dit, un jour, mon père va me tuer, c'est sûr. Pris d'un coup de folie, le jeune homme aurait-il voulu se venger de ce père, soi-disant violent? Dès lors, toutes les forces de police et gendarmerie de France reçoivent 7 avis de recherche. Sébastien est soupçonné d'avoir mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même. Mais pour les enquêteurs, ce scénario va être fragilisé. Depuis 1 an et demi, Sébastien a quitté le domicile familial pour suivre un BTS informatique à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il vit désormais dans ce studio au 2e étage de cette résidence étudiante. Lorsque l'on interroge ses copains de l'immeuble, on découvre un tout autre personnage. C'est vraiment un étudiant normal, gentil. C'est quelqu'un de très gentil, il ne ferait pas de mal à personne. Limite, des fois, on pouvait croire qu'il était trop gentil dans la vie. Ici, l'ado introverti s'est métamorphosé en jeune homme sociable. Désormais, voici le genre de vidéo potache qu'il poste sur Internet. My big guy twist. Sébastien est le meilleur des camarades pour tous ses nouveaux amis comme Laura. C'est quelqu'un que tous ceux qui le connaissaient l'appréciaient. Ça servait parce qu'il partageait justement sa wifi avec moi. On se dépannait du sucre. Où j'avais un problème avec mon ordinateur et je lui demandais conseil et puis il me rendait service. Il était très intégré. C'est quelqu'un qui avait toujours le sourire. C'était un bon fêtard comme tous les étudiants. C'était quelqu'un qui aimait faire la fête. Enfin, il était toujours présent lorsqu'on faisait une soirée. Personne ici n'imagine que ce jeune homme joyeux ait pu massacrer sa famille. C'est bien mon enfant. Raconte-moi. Je vois pas Sébastien faire ça. Je te vois pas en quelqu'un de si agressif qui pourrait faire ce genre de choses, ce genre d'horreur. Après, j'espère ne pas me tromper. J'espère avoir raison, comme beaucoup d'entre nous, on est persuadés de son innocence et j'espère vraiment ne pas me tromper. Je te sens ému. Oui, ça commence. Ces derniers temps, tout le monde le trouvait mieux dans sa peau. Notamment sa grand-mère maternelle, qui accepte de nous dire quelques mots au téléphone. Quand il venait ici, il était normal. Moi, il avait son nez souvent dans les bouquins, ou je sais pas. Non. Et il était très calme, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je peux pas dire d'autre chose. Personne ne comprend rien. Personne n'a rien vu d'alarmant avant? Non. Oh, moi, tout tourne dans ma tête aussi. Oui. Oh, c'est atroce. Sébastien n'aurait pas vraiment le profil d'un tueur. Mais alors pourquoi sa voiture, une Peugeot 308, a-t-elle été retrouvée sur un parking à Saint-Nazaire, à plus de 100 km de la maison familiale? A-t-elle servi à transporter les corps? Selon les premières constatations, elle aurait été nettoyée. Les analyses en cours révéleront si des traces de sang sont présentes.
Plus l'enquête avance, plus le mystère s'épaissit. Et une question reste en suspens. Qu'est-il arrivé à Charlotte, la cadette de la famille? La seule dont aucune trace de sang n'a été découverte dans la maison. L'étudiante de 18 ans intrigue à son tour les enquêteurs. L'une de ses copines de classe décrit une jeune fille tourmentée. C'était une personne très réservée, assez timide. En classe, on ne l'entendait pas beaucoup, quoi. On a l'impression qu'elle était presque absente. Est-ce que parfois elle semblait un petit peu déprimée? Oui. On était en cours et puis par moments, elle se mettait à pleurer comme ça, quoi. On pouvait pas... Vous savez pourquoi? Non du tout. Charlotte porte-t-elle un lourd secret? A-t-elle joué un rôle dans ce drame? Ou est-elle elle aussi une victime? Ce mercredi, à plus de 270 km de chez ses parents, à Dirinon, son pantalon soigneusement plié est retrouvé dans un fossé. Dans les poches, sa carte vitale et sa carte bancaire. Immédiatement, un impressionnant dispositif de gendarmes et de policiers est mis en place pour retrouver son corps. On se met ici et on fait un aller-retour. En vain. Mais à seulement 500 mètres du jean de Charlotte, il trouve des livres de jeunesse du père, Pascal Troadec. Une découverte qui rend cette affaire encore plus énigmatique. De multiples traces de sang dans la maison familiale. La voiture du fils Sébastien, abandonnée à plus de 100 km de là. Un vêtement de Charlotte, la fille, découvert lui à 270 km du lieu du drame. Les enquêteurs s'interrogent. Sont-ils manipulés par un tueur machiavélique extérieur à la famille? Pierre Sénès, le procureur en charge de l'affaire, n'écarte pas cette hypothèse. La question s'est posée, est-ce que nous avons affaire à un jeu un peu morbide, de quelqu'un qui s'amuserait à balader, en quelque sorte, les enquêteurs? Bon, c'est acquis dans la réflexion, c'est un élément de réflexion. Certain que si on continue dans les jours qui viennent à retrouver ici ou là des objets un petit peu comme des petits cailloux qui auraient été semés, cette hypothèse-là va se confirmer. Aujourd'hui à Brest, 2 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agirait de la sœur et du beau-frère de Pascal Troadec, le père de la famille disparue.